Bonjour à tous. Le mois de l'innovation publique se poursuit. Nous sommes ici toujours pour cette nouvelle table ronde au lieu de la transformation publique à Paris. Et pour cette session, on va s'intéresser aux sciences comportementales. Comment peuvent-elles être utiles aux politiques publiques? On va en parler jusqu'à 17h30 avec des retours d'expérience de nos différents intervenants et experts, avec également une mise en perspective, on le verra. La DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique, mobilise depuis plusieurs années déjà l'approche comportementale dans le cadre de nombreux projets avec les administrations. On va voir comment se pratique cette prise en compte du facteur humain. Quelle forme d'optimisation de l'action publique peut-elle proposer? Avant de vous présenter nos intervenants, sachez que vous pouvez, vous qui nous regardez, poser vos questions en envoyant un mail à l'adresse mip@acteurpublic au pluriel mip@acteurpublic.com. L'adresse s'affiche sur votre écran. Et vous, également, qui êtes présents dans la salle, si vous souhaitez intervenir et poser des questions au cours de cette table ronde, on pourra vous présenter un micro et vos questions seront entendues directement par nos intervenants et nos experts. Alors, nos intervenants, les voici. On parlera d'abord d'emploi des personnes en situation de handicap. Avec vous, Catherine Beauvois. Bonjour. Alors n'oubliez pas de prendre les micros dès que vous intervenez. Vous êtes conseillère auprès du directeur général adjoint en charge de l'offre de services à Pôle emploi. On vous retrouve dans un instant. On verra aussi comment les sciences comportementales peuvent être mises en pratique pour le suivi et l'insertion des jeunes en difficulté. Avec vous, Raphaël Vintrebert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général adjoint de la mission locale de Paris. Nous évoquerons aussi un peu longuement le projet de lutte contre la vacance des logements. Bonjour, avec vous, Henri Sisielski. Vous êtes chef de projet à la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. On accueillera également en fin de cette émission Mariam Chamat, qui est chef de projet à la DITP. Elle nous rejoindra tout à l'heure. Et pour commencer, la parole est à vous, Stéphane Giraud. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors vous êtes le responsable du programme Sciences comportementales à la DITP. La première question que tout le monde se pose, que sont les sciences comportementales ? C'est un périmètre qui gagnerait encore à être défini. Honnêtement, il n'est pas totalement stabilisé. Ce sont encore des approches et des sciences nouvelles. Mais disons, pour vulgariser à l'extrême, au risque de me faire battre après, qu'il s'agit d'un ensemble de disciplines académiques dans lesquelles on peut mettre différentes bannières, la psychologie sociale, l'économie comportementale, les sciences cognitives et encore d'autres, qui ont en commun de s'intéresser à quelque chose qui est fondamental pour le comportement, à savoir les déterminants psychologiques de nos prises de décision. Quand on dit ça, il y a en fait, l'objet, c'est notre cerveau. Notre cerveau, alors je tiens d'ailleurs sur ce point à démentir une rumeur, notre cerveau n'est pas quelque chose de si fragile et de si faillible que ça. Je dis ça parce que souvent, quand on parle de ces approches, on tend à mettre en avant les risques d'erreur de notre cerveau. En fait, c'est un outil magnifique, quelque chose de très, très, très performant, mais il est confronté principalement à deux types de problèmes. L'un qui est qu'il y a une problématique de ressources. Il a certes des capacités incroyables, mais il doit composer aussi avec des environnements, avec des contextes, avec ce qu'on appelle par exemple la charge cognitive, des choses qui font que par moment, ces capacités incroyables d'analyse, d'interprétation, elles peuvent être prises un petit peu en défaut. Et il y a aussi une autre capacité qu'on a développée au fil de l'histoire de notre espèce, qui est le fait qu'on a parfois des modes de réflexion qui sont poussés, qui sont élaborés, qui font qu'on envisage les choses de manière assez structurée, et d'autres contextes, d'autres circonstances où on pensera plutôt de manière automatique. C'est-à-dire qu'on ne sera pas forcément dans la réflexion, et plutôt dans le réflexe. Et dans ces cas-là, c'est très très souvent utile, c'est indispensable, même pour économiser nos ressources cognitives. Mais de temps en temps, dans certains contextes, ça peut s'avérer un peu défaillant. Et tout ça, mis bout à bout, ces petites questions, ces impacts sur la décision individuelle, ça a à voir fondamentalement avec l'action publique. Ça veut dire qu'en connaissant tous les biais que vous évoquez, on peut agir sur le comportement des êtres humains. Alors, agir, on peut déjà comprendre avant d'agir. C'est-à-dire que typiquement, quand vous faites des politiques publiques, il y a bien des chances que vous traitiez du comportement. Les politiques publiques, dans bien des cas, il s'agit d'influencer les comportements, de les réfréner, de les encourager. Et donc, c'est ce que je décrivais avant, c'est une manière un petit peu d'améliorer cette praxis publique, à la fois en renseignant dès le départ la manière dont on conçoit les politiques publiques, avec toute cette compréhension de la manière dont les gens fonctionnent. On peut effectivement concevoir des environnements juridiques, concevoir des lois, concevoir des incitations financières et des communications qui soient plus adaptées, parce que
plus conforme à la manière dont les gens fonctionnent réellement. Et accessoirement, on peut, au-delà de cette compréhension, effectivement agir, intervenir derrière, en enrichissant ces leviers d'action publique que je viens un peu d'énumérer, avec de temps en temps des leviers comportementaux spécifiques. Il y a notamment les nudges qui rentrent dans cette catégorie, mais plus généralement en mettant ces petites briques comportementales au sein de chacune de ces manières de faire des politiques publiques. Donc il y a ces deux entrées-là qui sont vraiment très, très enrichissantes et très spécifiques à cette approche. Et précisément, c'est ce que vous, au sein de la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique, vous avez saisi ces sciences comportementales, vous en êtes saisi pour l'innovation au service des administrations publiques. Comment vous travaillez à partir de ces connaissances scientifiques? Alors, ça s'est fait d'abord avec un petit élément d'historique, c'est-à-dire qu'au départ, il y a derrière cette idée de transformation publique, l'idée de faire gagner en efficacité l'action publique, et que ça suppose notamment de concevoir des choses avec leurs parties prenantes, avec les usagers, avec les agents. Quand vous faites un objet, c'est mieux de le faire de manière adaptée. C'est pareil pour des politiques publiques. Historiquement, ça s'est fait en s'appuyant sur des méthodes d'enquête, des méthodes quantitatives, qualitatives, et on y a ajouté progressivement d'autres briques qui sont pratiquées dans cette maison, des ITP et dans d'autres administrations, le design ou d'autres méthodologies scientifiques issues des sciences sociales, plein de choses. Et puis dans le lot, on a effectivement identifié cette brique comportementale spécifique avec plutôt l'entrée nudge au départ et potentiellement cette idée qu'on pouvait comme ça, au-delà de ce qu'on recueillait dans des enquêtes, essayer de voir un petit peu la part des non-dits, la part des difficultés de passage à l'acte qu'il pouvait y avoir chez les gens. Et que très concrètement, on a fait quelques travaux, on va dire, progressifs au fil des années. Et depuis la création de la DITP, on a consolidé un certain nombre de piliers. Le premier, c'est d'avoir des expertises en interne. Déjà, j'ai le plaisir au quotidien de travailler avec une équipe de chercheuses qui sont totalement motivées et talentueuses. Deuxièmement, d'y mettre également un corpus méthodologique. On a essayé de faire en sorte vraiment d'asseoir tout ça sur des choses qui ne nous sont pas propres, qui font partie, on va dire, des pratiques de l'ensemble des unités comportementales, avec un travail d'abord qui essaie de faire en sorte de faire des diagnostics comportementaux. Justement, oui, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu en détail comment se construit un projet que vous développez? Vous en avez construit beaucoup maintenant ces dernières années. Mais quel est le schéma classique? Le schéma classique, c'est un triptyque avec une phase de diagnostic, une phase de conception, une phase d'expérimentation, qui en soi, très honnêtement, n'est pas propre à ces approches. Quand vous faites du design, ça peut ressembler aussi à ça. Il y a plein de choses qui sont dans cette logique-là, mais disons qu'il y a quelques briques spécifiques. La partie diagnostic, par exemple, elle aura tendance vraiment à partir fondamentalement d'une revue de littérature scientifique sur ce que nous disent ces fameuses sciences cognitives et comportementales de la problématique ciblée. Il y aura des études de terrain complémentaires pour enrichir tout ça. Il y aura différents aspects de benchmark, d'enquête, d'analyse de données. La partie de co-conception, de conception d'idées, elle sera vraiment une confrontation des freins qu'on a, enfin, de la transformation des freins identifiés en leviers d'action, qui pourront être de tout type, qui feront en sorte d'intégrer les éléments de faisabilité des administrations. On n'est pas là pour sortir des idées hors sol, il faut faire des choses qui sont concrètes, qui peuvent donc potentiellement être de toute nature. Ça peut être des éléments de communication, ça peut être des changements réglementaires, plein de choses. Et derrière, il y a vraiment cette brique d'évaluation, d'expérimentation qui, à la limite, ne nous est pas spécialement propre, qui est intrinsèque à la démarche scientifique, qui vise à mettre en place des protocoles d'expérimentation assez stricts, assez robustes en termes à la fois de méthode, avec par exemple des essais randomisés contrôlés. Je sais que la notion peut faire un petit peu peur, mais il s'agit en gros d'avoir un groupe témoin et puis des groupes tests pour objectiver un lien de causalité entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis derrière aussi également d'avoir, quand je dis robustesse, c'est aussi quantitatif. On fait des choses sur des grandes masses qui peuvent être des dizaines, voire des centaines de milliers d'usagers, d'agents. Enfin, ça dépend évidemment des sujets. Donc voilà en gros le schéma tel qu'on le pratique. Alors on va développer justement au cours de cette table ronde différents projets que vous avez développés et on va les détailler tout au long de cette table ronde. Est-ce que vous pouvez d'abord nous évoquer d'autres projets, d'autres exemples de projets que vous avez développés? Et puis je rebondis aussi sur un mot que vous avez utilisé tout à l'heure, qui est un mot qu'on associe souvent avec les sciences comportementales, c'est le mot nudge. Est-ce que vous pouvez le définir? Est-ce que vous avez déjà utilisé ces nudges qu'on entend souvent? C'est le point de départ de ces travaux, le nudge. Donc il y a plusieurs traductions possibles. L'incitation douce, par exemple. Le concept a été théorisé outre-Atlantique par un juriste et un économiste, donc Kassenstein et Richard Thaler, qui ont fait des travaux sur le sujet pour essayer de concevoir des modes alternatifs à l'action publique qui soient davantage du registre incitatif. Il parle de changement d'architecture de choix pour ne rien interdire aux gens, mais favoriser telle ou telle option en la rendant plus saillante, plus visible, plus incitative. C'est quelque chose
chose qui a beaucoup contribué, on va dire, à l'essor de ces approches comportementales, qui a aussi un petit peu pris la lumière parfois en conduisant un peu à omettre le travail en amont de diagnostic et puis la partie d'évaluation. Il y a un côté un peu anecdotique souvent dans les exemples qu'on donnait. Disons, c'est pas forcément dans le travail qui a été mené, mais dans la manière dont ça a été appréhendé, dans la manière dont ça a été perçu. C'est parfois vendu comme une solution un petit peu onéreuse, facile à mettre en place, avec des exemples certes qui parlent à tout le monde, la mouche d'urinoir qui peut au moins parler à la partie masculine de nos spectateurs et auditeurs. Mais disons que ça a des vertus pédagogiques, mais ça ne doit pas masquer l'ensemble de la démarche. Voilà. Alors, on va en venir à ce premier exemple qu'on va détailler et ce premier retour d'expérience avec vous, Henri Sizielski. Rebonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, chef de projet à la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature. Vous vous êtes penché, vous, sur un projet de lutte contre la vacance des logements, pour lutter donc contre le manque de logements, en particulier dans les zones tendues. Quelle était votre problématique de départ avant de faire appel, de travailler avec la DITP et les sciences comportementales? Alors, la problématique de départ, c'est que en fait, remettre des logements vacants sur le marché, c'est quelque chose de complexe. Alors juste quelques éléments un peu de contexte. Donc moi, je travaille au ministère du Logement et donc je suis en charge du pilotage d'un plan national qui vise à réduire la vacance des logements de longue durée. Et c'est un plan qui vise en fait finalement à avoir une approche un peu nouvelle sur cette question. Historiquement, l'approche de l'État, c'était plutôt d'utiliser des leviers coercitifs comme les taxes ou les campagnes de réquisition qui finalement ont eu ont un bilan assez mitigé en fait de ces approches coercitives. Aujourd'hui, l'approche qui est développée dans le cadre du plan national de lutte contre le logement vacant, c'est plutôt de travailler en partenariat avec des collectivités territoriales pour finalement les aider à inciter les propriétaires de logements vacants à remettre leurs logements vacants sur le marché. Il y a beaucoup de solutions qui existent, des solutions, des aides à la remise sur le marché national et local, mais elles sont largement méconnues. Et souvent, en fait, derrière chaque logement vacant, il y a une cause qui est bien spécifique. Le besoin en travaux, le besoin, des causes qui peuvent être liées à la mauvaise expérience qu'un propriétaire a rencontrée avec un locataire. Et tout ça nous a vraiment poussé, en fait, à construire un partenariat avec des collectivités et construire un service numérique qui les aide finalement à mettre en place une démarche de mobilisation des logements vacants qui se construit en différentes étapes. Et au final, on l'a vu il y a quelques instants, 3 millions de logements vacants en France. Ouais, donc ça, l'idée, c'était donc de s'adresser aux propriétaires pour remettre leur logement sur le marché de la location. C'est ça. Pourquoi vous aviez ce besoin précis? Pourquoi vous avez identifié ce besoin ou ce levier possible? Ce levier en fait de lutte contre les logements vacants, il a pour différents objectifs. En fait, remettre des logements vacants sur le marché, ça sert des intérêts divers, notamment ça favorise l'accès au logement. En mettant des logements vacants sur le marché, on contribue à l'accès au logement. Ça permet de répondre aussi à des objectifs de développement durable, comme la lutte contre l'artificialisation des sols, la revitalisation des centres-villes. Et nous, on a pensé qu'il était intéressant, en tout cas, d'utiliser le levier incitatif pour aider les collectivités à contacter les propriétaires et en adaptant en fait les arguments aux situations diverses que les propriétaires peuvent rencontrer, en les adaptant aux contextes locaux. Alors, une fois que vous avez identifié ça, la manière de s'adresser, en fait, modifier la manière de s'adresser aux propriétaires, qu'est-ce que vous avez entrepris avec la DITP? Vous avez fait une enquête? Décrivez-nous un peu le début du projet, le début du diagnostic, finalement. Alors, le début du diagnostic, en fait, c'est que dans le cadre du service public numérique qu'on développe, donc Zéro Logement Vacant, qui aide les collectivités à démarcher les propriétaires, au départ, on a commencé à travailler avec 2 collectivités territoriales très motivées. On les a aidés à faire ces démarches incitatives auprès des propriétaires. Donc concrètement, les collectivités, elles écrivent à des propriétaires avec des courriers dans lesquels elles valorisent les soutiens disponibles, les aides à la remise sur le marché. Et en fait, on s'est aperçu que les taux de retour étaient très faibles, de l'ordre de 10%. Seulement des propriétaires répondaient aux communications envoyées par les collectivités. Pourquoi ? Est-ce que vous avez réussi à identifier Alors, on avait déjà quelques petites idées. En fait, on s'est dit que finalement, intuitivement, ce qu'on voyait, c'est que les communications envoyées par les collectivités, elles étaient très administratives, criblées d'un jargon qui est assez incompréhensible pour les propriétaires. Elles n'envoyaient pas d'appel à l'action clair. Donc, on s'est dit qu'il pouvait être intéressant finalement de développer une approche comportementale pour essayer de comprendre comment justement améliorer les communications et peut-être améliorer finalement
les taux de retour des propriétaires de logements vacants. Et donc, on a exposé effectivement cette problématique à la DITP et qui nous a mis à disposition effectivement son expertise pour démarrer un premier travail de diagnostic. Donc, comme le disait Stéphane, en fait, on a effectivement, tout au long de l'année 2021, développé une approche finalement avec 3 volets, un rapport exploratoire, des solutions co-construites avec les collectivités, et maintenant on est en train de finaliser une phase un peu d'évaluation. Co-construite, ça veut dire que vous avez demandé les retours des collectivités. De quelle manière, enfin, comment? Est-ce qu'il y a eu une enquête de terrain, par exemple? Est-ce que vous avez interrogé des propriétaires, tout simplement, des destinataires de ce courrier? Alors en fait, il n'y a pas eu d'interrogation directe de propriétaires. Par contre, il y a eu des entretiens d'effectués avec les collectivités. Donc pour remettre en contexte les politiques de lutte contre la vacance, il y a eu aussi un travail de lien avec d'autres démarches incitatives effectuées dans des contextes un peu différents mais proches, comme les incitations à la rénovation énergétique. Et quand je parlais de co-construction, en fait, c'est une phase en fait de co-construction, de communication qui intégrait en fait les enseignements du premier diagnostic réalisé, qui a mis en avant différents freins aux réponses au taux de retour des propriétaires. Alors, vous avez trouvé, en tout cas essayé, différentes solutions. Quelles sont-elles? Les solutions, en fait, très concrètement, en fait, là, on s'attaque vraiment à la première phase de prise de contact avec les propriétaires. Et donc, la solution, ça a été de tester, en fait, la rédaction de courriers, développant une méthodologie incluant différentes briques de communication. Des briques qui mettent en avant, en fait, des enseignements issus, en fait, des approches du comportement sur les barrières des communications officielles, ce dont je parlais en fait, des communications trop longues, criblées de sigles administratifs, un manque d'appel à l'action. Donc en fait, il y a eu vraiment un apport méthodologique pour les collectivités pour leur dire voilà, c'est important d'intégrer ces aspects qui sont liés vraiment à l'amélioration de l'efficacité des communications officielles. Et il y avait aussi un point important qui est vraiment lié à la question des logements vacants. C'est des briques liées vraiment à l'aspect individualisation de l'approche dans les courriers. Donc mettre en avant, par exemple, les incitations financières ou les soutiens disponibles qui sont proposés en fonction des profils de propriétaires. Je vais donner un exemple, par exemple, des propriétaires qui vont rencontrer une mauvaise expérience locative, mettre en avant en fait l'existence de garanties qui permettent de lutter, de réduire les risques locatifs. Donc vraiment jouer sur ce levier à la fois de personnalisation, mais en même temps ce levier d'amélioration des communications officielles. Et donc les collectivités se sont saisies en fait de cette boîte à outils un peu méthodologique et ont lancé en fait des campagnes de courrier avec vraiment des courriers qui intègrent vraiment ces apports des sciences du comportement. Ça a été repris différemment par les différentes collectivités, c'est-à-dire que certaines ont pioché plutôt tel exemple, plutôt d'autres. Qu'est-ce qui a le mieux convaincu finalement? Alors aujourd'hui, on est encore en phase d'évaluation, mais ce qui est intéressant finalement, c'est que les ressorts individuels semblent un peu plus générer des taux de retour un peu plus importants. Donc ce qui va mettre vraiment en avant finalement le soutien proposé par la collectivité, notamment un soutien financier, un soutien vraiment individualisé, ça va mieux fonctionner finalement que des arguments plus liés au contexte de la collectivité. Donc par exemple, typiquement, la collectivité met en avant la rénovation du centre-ville, des choses... on aurait pu se dire intuitivement que c'était également important. Enfin, en tout cas, les collectivités elles croient beaucoup à l'argument territorial. Aujourd'hui, même si on n'a pas encore énormément de recul, on commence à percevoir les briques qui semblent un peu fonctionner le mieux. Et donc ça, bien sûr, c'est le début. Aujourd'hui, on a contacté à peu près 10 000 propriétaires. Donc c'est à la fois peu et beaucoup. Mais tout ça, c'est itératif. Notre outil nous permet en fait finalement de tester, de continuer à évaluer de manière continue finalement l'impact des communications et des méthodes en fait utilisées. Stéphane Giraud, à partir de quel justement taux de réponse et à partir de quels chiffres on peut juger que les résultats sont fiables? Ça dépendra énormément du point de départ et de la problématique. On a des sujets où on a travaillé avec d'autres acteurs institutionnels où il s'agit de faire
dépassé un taux de réponse qui était initialement à 80%. Là, je ne sais pas quel était le point de départ, mais j'imagine qu'on est sur quelque chose de plus bas initialement. Donc tout dépend du contexte. Il y a le but du jeu est de faire du sur-mesure tant que possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des réponses génériques. Il y a effectivement des leviers, des barrières et des leviers comportementaux qu'on identifie de manière assez fréquente. Mais derrière, il s'agit de trouver la manière et les points de contact qui rendent la chose la plus utile et la plus opérationnelle qui soit. Donc typiquement sur un sujet tel que celui-là, qui est très 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 ardu quand même. Je veux dire, je ne saurais me mettre à la place d'Henri, mais on est sur un challenge. Et puis effectivement des granularités locales, des problématiques locales qu'il faut aussi intégrer. Et c'est ça, moi, que je trouve très très intéressant dans ce projet, c'est la possibilité vraiment là concrètement d'arriver avec, on va dire, des considérations, des enseignements assez génériques et de faire un petit peu de sur-mesure derrière. C'est quelque chose qui est très important. Je crois assez peu au fait qu'on puisse véhiculer, sur la base d'enseignements comportementaux, des espèces de messages qui embarqueraient tout le monde de manière systématique. Ça peut fonctionner ponctuellement sur tel ou tel cas, mais le but du jeu, généralement, est d'être timely en anglais, d'être opportun, d'arriver au bon moment, au bon endroit. Donc ça suppose de trouver des choses qui font sens. Et d'avoir une connaissance fine de des personnes auxquelles on s'adresse. Une connaissance fine des personnes auxquelles on s'adresse, d'où le travail de diagnostic, même s'il ne s'agit pas de réinventer la roue. La démarche scientifique, elle consiste éventuellement à capitaliser sur des connaissances. Les connaissances, elles peuvent être là, elles peuvent être génériques, elles peuvent être acquises, mais par contre, ce sera plutôt... il faudra éventuellement boucher des trous dans la raquette et compléter ça avec des études spécifiques, mais ce sera plutôt au niveau des solutions qu'il faudra être fin, local, penser de manière spécifique et ponctuelle. Henri Cicilski, au final, vous avez, comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes encore en train d'affiner ces recherches et ce travail avec la DITP. Vous tendez vers un résultat satisfaisant ? Oui, effectivement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les collectivités qui ont déjà réalisé du démarchage nous signalent en fait des taux de retour significativement supérieurs. Donc encore une fois, aujourd'hui je suis pas en capacité de vous communiquer des chiffres, il faut qu'on les affine, mais on part de très loin. On est encore une fois sur des situations de vacances de longue durée avec des causes qui sont vraiment des obstacles et des barrières qui sont vraiment bien spécifiques. Et donc voilà, l'incitatif, il va vraiment servir en fait la remise sur le marché, mais on peut pas s'attendre à des miracles et à une solution baguette magique, quoi. Sachant qu'une des dimensions comportementales de ce projet, c'est que bien souvent, on essaie de favoriser tel ou tel comportement, mais c'est pas forcément vertueux de chercher dès le départ la solution qui permet d'atteindre le comportement cible. Il faut aussi chercher des objectifs intermédiaires, et on est dans ce cas-là, dans ce cas de figure. Il ne s'agit pas directement de trouver une solution qui permet la remise sur le marché de logements vacants, mais déjà d'engager avec les propriétaires des contacts avec les administrations pour au moins qu'elles répondent à des questionnaires, des choses comme ça. Je veux dire, c'est un levier comportemental fort aussi sur plein de choses. C'est ça, il faut bien préciser effectivement que votre objectif, c'était pas de remettre des logements vacants sur le marché, c'est l'objectif final. C'est l'objet de la politique publique. Mais vous, votre travail, c'était de recréer le contact et le lien avec les propriétaires qui ne répondaient même pas au courrier. Ce qui est un préalable indispensable. Ouais. Et à chaque fois, d'ailleurs, on va l'évoquer au cours de cette table ronde, à chaque fois, c'est un diagnostic et un objectif et une problématique bien précise comme celle-là qui est déterminée. On va le voir tout à l'heure. Et donc là, on est parti sur une solution de communication plus incitative, hein. Un courrier mieux rédigé avec des termes peut-être plus clairs pour les personnes qui le reçoivent. À la DITP, ça, c'est quelque chose que vous avez une solution que vous avez mise en application pour plusieurs projets, et notamment, je parle de la communication incitative, notamment assez récemment pour le paiement en ligne des taxes des auto-entrepreneurs. Vous avez travaillé sur ce sujet-là, et vous avez travaillé également sur l'amélioration de la commande en ligne des cartes vitales pour la Caisse nationale d'assurance maladie. Et là, vous avez également utilisé ce levier de la communication plus incitative. Tout à fait. Pour être très très clair, c'est quelque chose d'assez classique, et on vient fréquemment nous voir avec ces demandes de communication engageante, et ça peut faire clairement sens. On a effectivement conduit ces travaux. Le premier que vous évoquiez, c'était donc avec la cause qui chapeaute les URSSAF, avec une problématique très claire qui était que les auto-entrepreneurs, il y avait une problématique
pratique générale propre à plein d'administrations qui étaient développées les démarches en ligne, et un sujet spécifique qui avait été ciblé, qui concernait donc le paiement des cotisations sociales par les auto-entrepreneurs, avec une obligation légale, mais qui n'était pas de fait respectée par une bonne partie d'entre eux. Et le parti pris de départ, c'était de se dire qu'il fallait essayer de les convaincre de passer à l'acte. Et on voit, je vous interromps, pardon, on voit justement les courriers que vous avez... on voit une partie de la solution qui a effectivement consisté en faire un certain nombre de courriers qui soient plus incitatifs, qui s'appuient sur des leviers qui correspondent aux barrières qu'on avait identifiées, avec déjà un sujet de clarté de la loi, de l'obligation légale, qui n'était pas forcément quelque chose de clairement perçu. Et puis après, différents leviers avec des approches différenciées. Une s'appuyant plutôt sur les normes sociales, le fait que déjà une partie des cotisants étaient convertis à ces pratiques et que les autres pouvaient y aller a priori en confiance. Un deuxième levier qui était plus du registre du feedback individuel, avec l'idée qu'on mentionnait le fait qu'il y avait un paiement préalable par chèque et qu'a priori il y avait nécessité de se raccorder à l'obligation légale. Et puis un troisième, vous avez vu passer un petit post-it, un faux post-it, qui était là aussi un levier comportemental fort, à savoir l'aide à la planification, le fait de faire en sorte, non pas seulement de dire aux gens qu'il faut faire quelque chose, mais comment le faire, avec des consignes pratiques, et puis un petit symbole, quelque chose d'un peu symbolique, ce post-it en forme d'aide-mémoire. Mais j'insiste sur un point, c'est qu'il y a eu, oui, ce travail de communication là-dessus, mais il y a eu aussi un effort du côté de l'offre. C'est-à-dire qu'on partait du principe qu'il fallait un petit peu convaincre, engager les cotisants, mais on a aussi analysé, étudié l'offre technique qui était proposée, le site, la démarche, ce qu'on a fait concrètement avec l'institution concernée, ses agents. Ça veut dire qu'il y a un parcours sur le site plus simple. Le parcours sur le site, sa capacité de charge, plein de choses qui pouvaient aussi expliquer qu'il n'y avait pas simplement des cotisants qui étaient un petit peu réticents, mais qu'il y avait aussi une question d'une offre à améliorer. Donc il y a eu ces deux volets qui sont généralement une manière vertueuse de voir les choses, pas simplement favoriser un comportement, mais aussi créer un environnement qui soit plus adapté. Et c'est même souvent plus efficace de créer un environnement plus adapté, d'où tous les travaux de simplification d'ailleurs qu'on mène. Et dans ce cas-là, ça aboutit à des résultats assez significatifs. On a fait une expérimentation auprès de 15 000 auto-entrepreneurs avec des résultats pour toutes les options qui étaient très, très, très engageants et le plus performant, et ont abouti à une progression de 60% du taux de paiement en ligne. Voilà. Et le deuxième cas que vous évoquiez avec la Caisse nationale d'assurance maladie, on travaille fréquemment avec eux. Le sujet en question était les commandes de cartes vitales par les parents pour leurs enfants quand ils arrivent vers 15-16 ans, de les commander en ligne. Même type de démarche avec plus spécifiquement l'aspect communication, avec différents leviers, différents messages, et une grande expérimentation auprès d'une centaine de milliers de cotisants, et avec là aussi des progressions du taux de commande en ligne assez significatifs. Alors vous avez aussi un projet en cours en ce moment avec Raphaël Wintrebert, qui est avec nous et qui est à votre gauche. Vous travaillez sur l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté. Vous êtes le directeur général adjoint de la mission locale de Paris. Quel était votre objectif de départ à vous ? Oui, donc rebonjour à tous. Effectivement, alors un petit mot déjà pour dire que la mission locale est une association. Alors c'est pas une administration, mais on a une mission de service public, et à ce titre, évidemment, on se soucie de comment améliorer notre organisation, nos offres de services, et rendre le meilleur service possible au public. Donc les missions locales sont réparties sur toute la France, mais nous sommes vraiment spécifiquement basés à Paris. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on accompagne chaque année 21 000 jeunes de 16-25 ans qui sont en démarche de recherche d'insertion, de formation, d'emploi en particulier, mais qui peuvent aussi avoir des problématiques multiples de difficultés sociales, problèmes de logement, problèmes d'accès aux droits ou de santé souvent. Et notre problématique était la suivante: une partie non négligeable de jeunes venaient à notre rencontre s'inscrire, avoir un entretien avec un conseiller pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et une bonne partie ne revenait pas. Entre 25-30%. Alors, on s'interroge évidemment sur ce chiffre qui nous paraissait beaucoup. On peut évidemment se féliciter en se disant qu'on a rendu un service immédiat, une réponse immédiate qui a convaincu un certain nombre de jeunes. Et ils n'ont pas besoin de revenir. On peut aussi se dire qu'il y a une partie d'entre eux qui, quand même, auraient sans doute besoin de poursuivre un accompagnement et qui ne sont pas revenus. Et c'était une grande partie des 30%? On a du mal, évidemment, à donner un chiffre précis parmi eux, parce qu'on n'a pas fait une enquête quantitative exacte. Et puis, aurait-il répondu déjà? Ça aurait été un premier biais méthodologique. Mais en tout cas, on s'intéressait à cette question-là. Et donc, évidemment, avec cette approche comportementale, ça nous a semblé intéressant de questionner ça et de voir est-ce qu'on peut imaginer un dispositif, un outil, une méthode qui permettrait au moins de réduire
en partie, le plus possible, cette déperdition pour les jeunes qui, de fait, auraient besoin de revenir. Voilà notre point de départ. Je pense que ce qui est très juste, ce que disait Stéphane, on n'avait pas non plus l'ambition de supprimer complètement tout taux de déperdition. On n'a pas non plus, on ne croit pas non plus que ça correspond, l'outil finalement dont on parlera, peut correspondre à tous les jeunes. Pas du tout. Je pense qu'il faut être plus raisonné ou raisonnable et plus ciblé. Mais en revanche, on est absolument convaincu qu'une meilleure analyse, une meilleure compréhension permettrait quand même d'améliorer le suivi, l'accompagnement. Et puis je reviendrai peut-être dessus, mais je pense que c'est pas seulement en direction des jeunes eux-mêmes, c'est aussi et surtout à outiller et améliorer l'accompagnement et la relation entre les conseillers et les jeunes. C'est un outil de la relation et pas seulement un outil qu'on met à disposition des jeunes qui pourraient le télécharger tout seul et s'en occuper tout seul. Alors avant d'en venir à l'outil, c'est-à-dire à la solution que vous avez trouvée, comment vous avez établi le diagnostic d'abord? Est-ce qu'il y a eu des rencontres pour le coup avec le public ciblé, c'est-à-dire des jeunes en difficulté qui auraient abandonné? Oui, alors il y a eu effectivement, ça a été décrit en introduction sur les différentes phases, une phase de diagnostic qui a été assez longue d'ailleurs, alors avec l'équipe du BIT, qui est un cabinet qui a été mandaté pour réaliser ça avec la DARES, puisque c'est un appel à projet lancé par la DITP, et donc pendant plusieurs mois, vraiment, il y a eu un gros travail d'observation. Assister à des entretiens, comment ça se passe, discuter avec les jeunes après, avec les conseillers aussi. Il y a eu beaucoup d'allers-retours sur plusieurs de nos sites à Paris, pas seulement un, avec différents profils de jeunes. Et ça a duré quand même plusieurs mois. Et puis après, d'allers-retours avec aussi des responsables, des conseillers, pour essayer d'imaginer, après c'est la phase d'après, d'essayer d'élaborer un outil, une solution qui soit adaptée et qui s'inscrive, j'insiste là-dessus, qui s'inscrive dans le process général de l'organisation de la mission locale. Ça ne peut pas être déconnecté de notre organisation et de nos contraintes aussi, puisqu'on a des contraintes et les conseillers comme aussi ont évidemment un rythme et un emploi du temps très, très chargé. Mais pour être très concret et rester encore un peu sur le diagnostic, comment vous avez contacté le public, c'est-à-dire les jeunes? Comment vous avez rencontré aussi des conseillers? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est des réunions publiques avec ces jeunes? Est-ce que vous les avez vus en one-to-one, un par un? Comment ça s'est passé? Tout au sens... donc le cabinet est venu observer déjà, sans questionner, mais déjà comprendre, alors évidemment interroger en amont, notamment moi, mais pas seulement, des responsables pour comprendre comment on était organisé, le public, voilà, avait une notion générale. Et puis après, je vous dis, une phase vraiment d'observation à plusieurs reprises sur différents sites. Et puis après, d'interrogation, en effet, pas quantitative, c'était plutôt qualitatif pour bien comprendre et observer ce qui se joue dans les premiers échanges, notamment, parce que tout un des premiers enjeux, c'est qu'est-ce qu'on dit, évidemment, aux jeunes, qu'est-ce qu'ils perçoit, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'on lui dit, de ce qu'on lui propose, pour voir après si grosso modo, il a dit oui, mais il n'a pas du tout saisi l'enjeu de ce qui était convenu. Voilà, donc il y a quand même tout un enjeu de comprendre l'appropriation des messages. Donc ça, c'était une phase d'observation et une phase d'interrogation. Ça a été simple ou vous avez rencontré des difficultés sur cette phase-là, tout simplement de jeunes qui ne répondent même pas à cette Non, les jeunes sont toujours ravis aussi de pouvoir exprimer soit leur parcours, soit comment ça s'est passé dans ce cadre. Non, il n'y a pas eu de difficulté du tout méthodologique pour recueillir l'avis des uns des autres. Alors, vous avez fait ce qu'on appelle une co-construction, c'est-à-dire que vous avez rencontré vraiment tous les acteurs, les conseillers, et aussi bien les conseillers que les jeunes. Qu'est-ce qu'il est sorti de ces différentes rencontres? Quelles solutions vous avez mis en test? Donc après beaucoup de discussions, vraiment j'insiste, c'est une phase qui prend du temps. Voilà, combien de temps? Ça a pris, j'ai pas je dirais bien 8 mois, 6-8 mois de terrain, on va dire, et de discussion. Ce qui en est ressorti, c'est de tester, de prototyper un outil en ligne, donc une web application, qui serait accessible aux jeunes, mais aussi aux conseillers, et où le jeune pourrait avoir d'abord directement contacté son conseiller sous forme de chat, laisser des messages, donc faciliter un échange par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des outils assez classiques de communication. Ça, c'est un premier volet. Mais aussi et surtout, l'idée était de formaliser plus
les tâches qu'il se propose de réaliser, d'engager, ses objectifs à court terme. Parce que on a ce qu'on appelle en mission locale le PACEA, c'est le parcours d'accompagnement contractualisé vers l'autonomie et l'emploi. C'est le cadre général de l'accompagnement en mission locale au niveau national, hein, pas que pour nous. Et c'est proposé et même imposé, on va dire, par l'État. Mais ce cadre-là qui fixe des étapes, des grands objectifs, ce sont des objectifs vraiment à moyen, voire long terme. Et donc c'est pas à court terme, c'est pas assez concret, c'est pas assez opérationnel pour que les jeunes le traduisent dans concrètement, je fais quoi dans la semaine et voir l'évolution de la démarche. C'est-à-dire avoir le sentiment que plus on s'est engagé, plus on va s'engager. C'est un peu ça le principe. Et donc, c'est inciter à l'engagement parce que déjà, il y a eu des petits pas réalisés et c'est déjà en soi un succès. Et donc, cet outil vise en particulier à rendre plus visibles les petits pas réalisés. Les étapes. Les étapes intermédiaires avant la grande étape finale, j'ai envie de dire, et le pouvoir le rendre visible, et le valoriser. C'est-à-dire que le conseiller, alors on est en phase de test aussi, hein, on n'a pas du tout encore de chiffres à fournir, mais peut féliciter, peut encourager, peut faire un retour sur ces étapes, j'ai envie de dire, intermédiaires. Voilà un peu. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont en train d'être testées, mais je pense les plus prometteuses, c'est cette idée de traduire de façon opérationnelle ce qui reste un cadre un peu abstrait et un peu décontextualisé, on va dire, du cadre général du PACEA. Alors, comment se passe le déploiement de cette solution ? Vous la déployez, j'imagine, d'abord à petite échelle. Comment ça se passe concrètement ? Oui, et donc une phase d'expérimentation, effectivement, qui s'est lancée modulo les problèmes de Covid et autres, sur lesquels on n'a pas... Qui joue sur les calendriers. Voilà, qui joue forcément sur les calendriers, sur le fait qu'on est en télétravail en partie, ça joue de fait sur la possibilité de facilement mobiliser les jeunes. Mais donc il y a eu deux phases. Une première phase où on a ciblé vraiment des jeunes qu'on appelle en accompagnement général, on va dire, du PACEA. On visait une centaine de jeunes sur 3 mois, mais ça a été compliqué d'intégrer autant de jeunes parce que il y a eu, on voulait des jeunes quand même qui soient, on revient sur la question du public cible, des jeunes qui soient quand même suffisamment autonomes pour se saisir d'un outil numérique en langue française. Il faut quand même, c'est une petite parenthèse, mais on a quand même 30% de nos publics qui sont à Paris spécifiquement, étrangers hors Union européenne, donc avec des problèmes linguistiques et souvent des problèmes sociaux qui sont très importants et qui sont assez éloignés de pouvoir se saisir de ces outils. Je précise parce que je reviens là-dessus, ça n'est pas une solution miracle, évidemment, pour tout le monde. Donc, pour cibler ce public, ça a été un peu plus compliqué que ce qu'on escomptait au début. Donc, on a intégré une quarantaine de jeunes dans une première phase, et puis une deuxième phase qui a commencé en septembre et qui se poursuit là jusqu'à la fin du mois. Là, c'est vraiment la fin, auprès de jeunes en garantie jeune, qui là, eux, sont déjà dans un dispositif d'accompagnement renforcé, la garantie jeune, mais c'était aussi pour maintenir leur engagement tout au long du parcours. On sait qu'au début, ils sont très, très encadrés et suivis, et puis les mois passant, parfois, il y a justement un peu de découragement ou voilà, de moins de contact. Donc voilà les deux phases. Et la dernière phase se termine, je vous dis, à la fin du mois de novembre. Et alors, l'outil est adopté facilement, aussi bien côté jeune que du côté des conseillers ? Alors, on n'a pas encore non plus le retour complet, ça va se faire, le rapport j'espère sera disponible en fin d'année, mais vraiment ça a été itératif, c'est ça qui est intéressant, hein, effectivement, dans la phase notamment de prototypage, ça a été beaucoup testé, qu'est-ce qu'il est envisageable de proposer aux jeunes, parce que envisageable de mobiliser par les conseillers. J'insiste vraiment là-dessus, c'est-à-dire si c'est pas un outil utile pour les conseillers, si c'est perçu évidemment comme une contrainte, comme quelque chose en plus qui n'est pas intégré à leur pratique, ça ne fonctionnera pas, pour être concret. Et évidemment, c'est pas un outil qui est amené non plus à remplacer les conseillers, surtout. Alors encore moins, oui, bien sûr, je l'ai dit en préalable, c'est vraiment un outil pour nous de la relation. C'est-à-dire notre but, c'est de rendre un peu plus autonomes les jeunes. Les jeunes qui sont déjà très autonomes, très outillés, avec un capital culturel important et des ressources souvent familiales importantes, ils viennent rarement nous voir et effectivement, ils peuvent se saisir de tous les outils en ligne qu'ils peuvent télécharger et utiliser. Donc, c'est pas notre public en réalité. Notre public, c'est vraiment ceux qui sont par construction peu ou pas autonomes, loin du marché du travail. Et donc, pour eux, effectivement, il suffit pas de donner un outil en accès. Il ne suffit pas de concevoir une offre de service qui est la plus belle sur le papier si elle n'est pas bien rendue accessible, expliquée et puis mobilisée quasi dans le quotidien. Voilà.
Très bien. Je rappelle juste aux personnes qui sont présentes dans la salle notamment que vous pouvez poser des questions si vous avez des questions sur les différents sujets qu'on évoque actuellement. Stéphane Giraud, ce projet, les résultats de ce projet, c'est-à-dire l'outil web qui a été développé, ont été récupérés, je crois, par le ministère du Travail pour développer un outil plus général. Alors, lequel ? Récupérer, le mot est un peu fort, mais disons qu'il y a des travaux plus généraux qui visent à mettre en place une solution numérique sur les problématiques de retour d'accès à l'emploi. Et évidemment, tout ce qu'on fait a vocation non pas à être regardé en territorialité, mais à être partagé, utilisé le plus largement possible. Vous l'aurez compris avec ce plateau, nous, on n'est pas là pour porter des politiques publiques en propre, on est là pour être au service de nos partenaires, que ce soit nos partenaires directs avec lesquels on travaille. On parle de co-construction, mais la première co-construction, c'est celle-là, de faire en sorte de faire des choses intelligentes avec nos partenaires institutionnels, avec des gens qui nous permettent d'accéder à des terrains aussi concrètement derrière. Et après, ces connaissances, ces outils, pour nous, après, ils sont le but du jeu, qu'ils soient utilisés le plus largement possible, que ce soit des outils clés en main, soit des connaissances qu'on a pu acquérir au travers de ces projets, d'où d'ailleurs la publication systématique de tous nos travaux sur le site de la DITP. Un petit mot sur la co-construction, si je peux me... Pardon. Oui, avant de venir à la construction, effectivement, je voulais évoquer avec vous, mais cet outil qui a été donc, du coup repris, et non pas récupéré par le ministère du Travail, qu'est-ce qui a été fait à partir de l'outil de la mission locale de Paris ? Il y a une solution numérique qui est en cours de développement, qui utilise les leviers, les éléments de diagnostic, les leviers en particulier, qui permettent de rendre la chose plus utile, plus adaptée, plus incitative. Voilà. Donc l'ensemble des petites briques qu'a évoqué Raphaël, qui vont également, a priori, être utilisées pour développer cette solution qui est d'usage plus général. Voilà. Alors la co-construction, effectivement, là c'était précisément le projet que vous avez développé avec Raphaël Wintrebert, c'est un bon exemple de la co-construction que vous cherchez à développer le plus possible autour de vos projets. Tout à fait. Comme je le disais, elle permet déjà, cette co-construction, de nous donner des accès à des terrains, concrètement, les collectivités qu'évoquait Henri, la mission locale avec Raphaël, plein d'autres cas du même genre. Et juste deux petits points par rapport à l'objet spécifique sur lequel on a travaillé avec Raphaël. Il y a à la fois dans cette démarche de co-construction un aspect de méthode qui permet de faire des choses plus adaptées, qui correspondent à des usages, mais aussi un levier en tant que tel. C'est-à-dire que typiquement, on le sait, oui, il y a des frilosités du côté des agents, du côté des usagers, en particulier du côté des agents qui peuvent se dire encore une idée qui nous arrive de tout là-haut et qui est une espèce de lubie particulière. Le but de faire quelque chose qui soit aussi leur outil. Et en ça, la construction, c'est à la fois une méthode, mais aussi un levier d'appropriation et donc d'engagement derrière. Je m'adresse à nos autres intervenants. Catherine Beauvois, par exemple, de Pôle emploi. La co-construction, c'est quelque chose qui vous paraît aussi primordial dans la mise au point des projets que vous développez, on en parlera tout à l'heure, mais autour des sciences comportementales à Pôle emploi ? Ah ben oui, absolument, c'est fondamental. Alors une co-construction éventuellement avec la DITP chaque fois qu'on est en partenariat étroit à l'initiative du projet, ou de la co-construction ouvert avec l'ensemble des acteurs qui vont être concernés par les parties prenantes concernées par la solution qui est à construire, ça c'est certain. Alors précisément, la co-construction à la DITP, vous avez utilisé cet outil pour d'autres projets, et notamment sur la réparabilité des produits électroniques. Quel était le projet en deux mots ? Le point de départ de ça, c'est une directive européenne qui enjoint les pays membres de l'Europe à promouvoir, dans le cadre du développement de l'économie circulaire, la notion de réparabilité, de faire en sorte qu'on soit un peu moins dans des problématiques d'obsolescence programmée, par exemple, et qu'on se soucie davantage de cette question. Et concrètement, la France, comme d'autres pays, avait vocation donc à mettre en œuvre cette directive, avec en particulier des travaux autour de certains objets du quotidien, enfin d'électroménager. Et on a travaillé avec le CGDD, le Commissariat général au développement durable, autour de la question en fait de la réparabilité des ordinateurs portables. Comment faire en sorte que les actes d'achat d'ordinateurs portables intègrent davantage cet élément. Alors, on n'a pas forcément... On a contribué, on a œuvré à la réflexion de fond sur le sujet, mais le but là aussi était de faire en sorte d'être un peu plus incitatif sur ce volet. Donc en travaillant concrètement à la création de l'indice qui figure aujourd'hui sur leurs ordinateurs pour donner un indicateur de réparabilité. Et on a fait ce travail effectivement non seulement avec les institutionnels concernés, mais aussi dans le cadre d'une réflexion d'un travail plus global avec les industriels, en l'occurrence certains distributeurs qui aujourd'hui vendent ces produits, et également évidemment avec des usagers, avec des tests, des observations dans les commerces, dans les achats en ligne, et des tests sur ces différents projets d'indicateurs qu'on
qu'on a envisagé auprès de plus de 100 000 consommateurs en situation d'achat. Oui, là on le voit à l'écran, vous avez contacté quasiment 140 000 même consommateurs. Par quel biais ? Là, c'était par Internet. C'est-à-dire que vous avez mis en place un partenariat avec un site de vente en ligne, c'est ça, qui a permis d'avoir des retours ? Tout à fait, voilà. Ouais. Je ne veux pas faire de publicité, c'est juste ça qui me retient, même si les marques ont dû apparaître à l'écran. Sans citer forcément, si vous voulez. Mais vous avez... c'est ça, c'est des tests en ligne pour valider les internautes les différentes options. Qui consultaient ce site, qui faisaient des achats sur le site, étaient sollicités de différentes manières, c'est ça ? Voilà, et voir ce qui fonctionnait derrière, avec des leçons diverses et variées, qui posent question d'ailleurs sur la sensibilité à cette notion de réparabilité, parce que, je le redis, ça a été dit plusieurs fois, on n'a pas de baguette magique, on ne peut pas à la fois convertir forcément tout ce qui nous arrive on va dire en politique publique totalement performante, parce que souvent d'ailleurs on vient nous voir avec ça, avec l'idée qu'il y a une politique publique qui a été conçue, il y a un sujet d'implémentation, alors on vient nous voir avec la notion d'acceptabilité, mais tout bêtement d'adaptation à la réalité des gens et de leur fonctionnement. Et là typiquement, oui, avec ces éléments de diagnostic qui nous permettent de mieux comprendre la sensibilité ou pas à ces sujets, et derrière des tests qui permettent de valider différentes options, on a pu aboutir à un de ces indicateurs qui est aujourd'hui dans la vie réelle. Voilà. Qui est un peu l'équivalent de l'indicateur qu'on voit sur la consommation énergétique des produits électroménagers. Ceci d'ailleurs étant un sujet cognitif et comportemental, est-ce que l'overdose d'indicateurs ne nuit pas à l'indicateur ? Voilà, mais bon. Ça, c'est un sujet sur lequel vous n'avez pas encore travaillé, mais peut-être... C'est un des macro-sujets, un des méta-sujets qui nous préoccupent de temps en temps. Ouais. J'imagine. Alors, un autre exemple de projet que vous avez développé, cette fois, c'était avec Pôle emploi notamment. Comment travailler et soutenir l'emploi des personnes en situation de handicap. Catherine Beauvois, vous êtes donc conseillère auprès du directeur général adjoint en charge de l'offre de services à Pôle emploi. Et votre ambition de départ, c'était d'identifier les freins à l'embauche des personnes en situation de handicap. Oui, absolument. C'était il y a déjà 3-4 ans, à l'occasion de l'appel à projet que la DUITP avait lancé pour aider un certain nombre d'institutions publiques à se saisir des sciences comportementales. On avait réfléchi aux différentes problématiques qui nous permettraient de découvrir à la fois ce domaine et les méthodes que nous proposait la DUITP. Et effectivement, on avait choisi ce cas d'usage, la problématique de l'insertion des demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés. Puisque les chiffres sont bien connus, c'est une population qui est particulièrement en difficulté sur des problématiques d'insertion professionnelle, qui peut être victime évidemment de problématiques de discrimination, mais également de problématiques d'autocensure, et qu'on avait bien le sentiment qu'on comprenait finalement peut-être pas assez bien les freins que ce public rencontrait sur le marché du travail pour mieux les accompagner. Donc effectivement, on a répondu à l'appel à projet de la DITP et on est parti sur le processus qui a été déjà 3 fois, voire plus, décrit ici. Donc une phase de diagnostic de terrain où tous les acteurs parties prenantes ont été interviewées, alors observées, interviewées en bilatéral, en focus group, parce que vous n'obtenez pas tout à fait les mêmes choses selon les méthodes. Peut-être rentrer dans le détail, justement, c'est-à-dire que vous avez rencontré par exemple des demandeurs d'emploi dans ces deux options, focus group et en tête-à-tête. C'est quoi la différence, puisque vous dites qu'il y en a une ? Alors, c'est pas moi qui étais sur le terrain. Oui. Je voudrais pas donner l'impression de savoir des choses que j'ignore. Non, mais je pense que, enfin, ce qui est vraiment important à retenir, c'est la diversité, la pluralité des approches. Et la diversité, la pluralité des approches, elle concerne non seulement les personnes qu'on va observer et écouter. Et là, il y a bien les demandeurs d'emploi handicapés, il y a aussi les conseillers, il y a aussi les entreprises. Et puis, selon les méthodes, effectivement, vous avez des approches quantitatives et des approches qualitatives, des approches plus ou moins guidées. Et là, pour le coup, c'était vraiment l'expertise du BIT qui nous accompagnait également, qui a arbitré ce qui était le plus adapté, mais encore une fois, en sécurisant le fait que différents canaux étaient utilisés pour essayer de capter un maximum d'informations. Donc ça, c'est une première chose qui est très importante. L'autre chose, puisque je parlais de diversité d'approche, c'est que je pense qu'aussi, ce qui est
est très important. En tout cas, nous, on y fait particulièrement attention de plus en plus maintenant au sein de Pôle emploi dans nos démarches sciences comportementales, c'est d'avoir des approches pluridisciplinaires. On n'en a pas parlé, mais ça aussi, c'est très important. Stéphane l'évoquait, les sciences comportementales, c'est encore un objet qui tend à se définir, mais on voit bien qu'il y a des expertises très complémentaires qui composent ces sciences comportementales. À l'évidence, un économiste comportementaliste n'a pas la même approche que le psychologue social. Et moi, ça, pour le coup, c'est quelque chose que je touchais du doigt de façon très approximative il y a 3 ans, que je commence de mieux en mieux à comprendre et à intégrer. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont très complémentaires et que donc, pour avoir une bonne approche comportementale, je pense qu'il faut vraiment être très vigilant en tant que commanditaire, personne publique, à avoir des expertises très plurielles pour appréhender ça. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez fait bien attention à tout ça dans votre phase de diagnostic, c'est que vous obtenez un bilan. Alors nous, on appelle ça dans notre jargon à Pôle emploi le bilan à 360 degrés, qui est un document absolument génial et passionnant, parce que pour le coup, il fait vraiment il dresse le paysage de l'ensemble des freins que, dans notre cas d'espèce, les demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés, peuvent rencontrer sur le terrain. Mais donc, alors, d'ailleurs, je dis une erreur en vous disant, en ciblant spécifiquement les demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés, eux, effectivement, mais également les freins rencontrés par les conseillers qui sont en charge de ces accompagnements et qui parfois peuvent être déroutés. Un exemple absolument évident, c'est qu'il y a une immense diversité des handicaps. En fait, appréhender cette diversité des handicaps et appréhender l'impact que ça a sur les freins éventuels à l'insertion professionnelle selon le poste de travail que vous ciblez, en soi, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et tellement divers que c'est très difficile. Et donc, on peut avoir des conseillers qui ont le sentiment de ne pas savoir faire. Donc ça, c'est vraiment aussi un problème en soi. Et puis, côté entreprise, bien sûr, des problématiques diverses et variées. Donc, sur la base de ce bilan, on a effectivement ensuite fait une phase d'idéation pour identifier la nature de l'intervention que nous allions évaluer dans le cadre du marché que nous avions avec la DITP. Et c'est comme ça que nous avons été conduits à élaborer ce qu'on a appelé une mention entreprise bienveillante, une mention qui a été proposée à l'ensemble des entreprises d'un territoire, puisque nous avons bien fait ça dans une logique d'évaluation randomisée. Donc on avait trois grands groupes de territoires, et donc dans le groupe de l'intervention, il y avait 7 mentions qui étaient proposées aux entreprises. À partir du moment où elles acceptaient la mention, c'était une mention qui était présente sur l'ensemble des offres d'emploi de l'entreprise du temps de l'expérimentation. Ça, c'est très important pour respecter le cadre recommandé, voire même, je vais qualifier de légal, préconisé par le défenseur des droits, puisque c'est très important de faire en sorte que ce ne soit pas les entreprises qui disent ce poste-là, je l'ouvre à une personne handicapée, mais celui-là, non, parce que en fait, je préjuge du fait que ce poste-là n'est pas accessible à un travailleur handicapé. Ça, c'est pas possible, en fait, à préjuger. 80% des handicaps sont invisibles. Ils sont de nature extrêmement diverse, physique, cognitives diverses et variées. En fait, tous les postes potentiellement sont accessibles à des types de personnes handicapées. Donc, vraiment, cibler l'ensemble des offres d'emploi était absolument fondamental. Et cette mention, elle avait pour fonction à la fois, dans une logique de normes sociales, d'aider les entreprises, d'inciter les entreprises à faire savoir leur bienveillance, entreprise bienveillante, parce qu'on avait identifié dans le bilan des freins que on avait 2 problématiques majeures qui se regardaient, qui étaient très intéressantes à essayer de développer. D'une part, des mécanismes d'autocensure de la part des demandeurs d'emploi, parce que à force d'être confrontés à des sentiments ou à des réelles discriminations, il y a des formes de découragement, il y a des formes d'autocensure au sens où je ne sais pas comment aborder la problématique de mon handicap pendant l'entretien d'embauche, et donc à force de ne pas savoir et de me poser un tas de questions, je suis de moins en moins motivée à faire acte de candidature, et de toute façon, dans la façon dont je conduis l'entretien, je suis extrêmement mal à l'aise sur ma capacité à aborder le sujet. Donc ça, du côté des demandeurs d'emploi, on savait qu'on avait un vrai sujet autour de ça, et installer
un contexte bienveillant était extrêmement important. Côté normes sociales entreprises, on était face à une forme de paradoxe, voilà, un sentiment qu'il y a beaucoup de discrimination, que c'est difficile de parler de son handicap, et en même temps des sondages côté entreprise qui nous disent que d'une part 79% des entreprises ont au moins une personne handicapée dans leur personnel, et que plus de 85% d'entre elles se disent prêtes à continuer à recruter des personnes handicapées. Donc quand on voit ce genre de statistiques, on se dit il ne devrait y avoir aucun problème sur le marché de l'emploi, puisque la très grande majorité des entreprises ne voient aucune difficulté à embaucher. Et donc on s'est dit, bon, on ne va pas leur rappeler la loi, puisque de toute façon la discrimination n'est pas censée exister, donc le sujet n'est pas là, mais par contre, voilà, avec cette mention entreprise bienveillante, signalez-vous. Signalez-vous en tant qu'entreprise bienveillante. Quelque part, rappelez juste le fait que vous respectez la loi. C'est peut-être on pourrait dire ça à ça, mais en fait, ça va plus loin, puisque ça va permettre à la personne qui potentiellement pourrait être intéressée au poste à se dire que bon bah là, je peux faire acte de candidature. Je prends pas de risque, en tout cas pas de risque illégitime, à me sentir vraiment mal à l'aise et à vivre un entretien où je vais me rendre compte au bout de 5 ou 10 minutes parce que mon handicap a été compris, qu'il était courté et que je n'ai aucune chance. Et donc j'y vais en étant beaucoup plus motivée, etc. Voilà. Donc ça, c'est notre première intervention. Il y avait besoin de réassurance des deux côtés, finalement. Il y avait aussi bien exactement. du côté du demandeur d'emploi que le côté de l'entreprise. Et en tout cas, c'est l'objet de l'intervention que nous avons conduite. Et alors, le résultat de ça ? Alors, c'est en cours de finalisation d'évaluation. Là, vraiment, toute la dernière ligne droite. On doit avoir un bilan complet dans 10 jours, puisqu'il y avait une dernière phase d'enquête qualitative pour comprendre comment demandeurs d'emploi et entreprises avaient vécu cette intervention, l'avaient comprise, pourquoi ils l'avaient choisie ou pas. Mais on a déjà quelques chiffres que je peux vous livrer. Sur les territoires d'intervention, il y a 12% des entreprises qui ont choisi de mobiliser cette mention entreprise bienveillante, ce qui nous a permis sur ces territoires-là d'avoir 11% des offres d'emploi de la période de l'expérimentation qui portaient cette mention. C'est vraiment pas rien. Et on a doublé, alors vous allez me dire, on partait pas de chiffres très élevés, mais on a doublé la proportion des demandeurs d'emploi travailleurs handicapés qui ont fait acte positif de candidature sur ces offres d'emploi. Sur une période de combien de temps ? Sur 6 mois. D'accord. Donc c'est un résultat, on va dire, impressionnant, doublé en 6 mois. En tout cas, on trouve... Voilà. Alors encore une fois, c'est des chiffres qui au départ sont modestes. On était à 3,6% de personnes qui candidataient et on a doublé à atteindre presque 7% sur le territoire d'intervention. Mais bon, quand on sait que les demandeurs d'emploi travailleurs handicapés représentent au global 8% des chômeurs, en fait, on permet presque de se rapprocher de la représentation normale de leur poids par rapport à l'ensemble des demandeurs d'emploi. Exactement. Alors à Pôle emploi, vous avez, donc ça c'est une problématique sur laquelle vous êtes lancé avec la DITP, mais plus globalement, vous vous êtes saisi des sciences comportementales. Vous avez depuis 2 ans maintenant déjà travaillé avec ces sciences et vous avez un début d'unité qui travaille sur ce sujet. Ouais, c'est vrai. Alors un début d'unité, on reste modeste bien sûr, mais c'est vrai que la première expérience qu'on a pu vivre grâce et avec la DITP nous a convaincus du fait qu'il y avait vraiment nécessité pour Pôle emploi à se saisir de façon beaucoup plus structurelle de l'enjeu des sciences comportementales. C'est pas très compliqué à comprendre une fois qu'on est dedans, parce qu'au départ on a tout découvert. Mais et je pense que Raphaël sera d'accord avec moi, c'est que sur le marché de l'emploi, le marché de l'emploi est un univers de choix. Et un univers de choix particulièrement complexe. Essayez de vous projeter comme demandeur d'emploi, comme jeune, encore plus. Quand vous êtes face à votre conseiller, qu'on vous propose de partir en formation professionnelle ou d'essayer le plus vite possible de trouver un emploi quitte à ce que ce soit pas l'emploi de vos rêves, comment je choisis
entre ces deux options. Quand je suis du côté de l'employeur, quand je recrute, c'est formidablement compliqué de recruter et de faire le choix entre différentes personnes. Donc on voit bien que encore, le marché du travail est un univers de choix extrêmement dense et extrêmement complexe. Et nous, notre métier en tant que service public de l'emploi, c'est d'éclairer les choix d'une part et d'aider à maintenir l'engagement dans la recherche d'emploi d'autre part. Et ça aussi, c'est très difficile quand on est sur un marché du travail aussi tendu et que celui qu'on connaît. Donc, évidemment, les sciences comportementales sont des leviers qu'il faut qu'on apprenne à manier de façon plus pérenne. Et donc, on a installé un accord cadre, c'est-à-dire que concrètement, on est désormais en contrat avec 3 grands cabinets sur le marché des sciences comportementales et qu'on a désormais, en plus de l'expé que j'évoquais ici, déjà 3 autres cas d'usage sur lequel on est en train de travailler, mobilisant les sciences comportementales. Alors évidemment, on est très curieux de savoir lesquels. Alors, on a un premier sujet sur la question de notre parcours d'inscription en ligne. On a un parcours d'inscription en ligne qui aujourd'hui est assez long et dense parce qu'en fait, on a besoin de plein de données pour inscrire les personnes à Pôle emploi. Surtout qu'en plus, à Pôle emploi, il n'y a pas seulement l'enjeu je m'inscris comme demandeur d'emploi pour être accompagné, il y a tout l'enjeu assurance chômage. Et donc, évidemment, faire calculer ses droits à l'assurance chômage, ça nécessite de pousser un certain nombre d'informations, de documents. Tout ça est évidemment dense et complexe. Et donc, quand on additionne l'ensemble des briques administratives, assurance chômage, et dites-nous qui vous êtes, quelles sont vos compétences pour qu'on vous aide à vous insérer sur le marché de l'emploi, ça fait tout un processus qui est extrêmement long, extrêmement complexe. Et on sait bien qu'il faut qu'on arrive à le retravailler. Et donc, ça, c'est le premier objet de nos travaux. On est sur une phase où on est en train de concevoir l'intervention. On a un deuxième sujet autour des PMSMP. Alors, c'est un affreux acronyme pour parler des insertions en entreprise. Là aussi, on sait que c'est un dispositif qui est très pertinent pour ceux qui le saisissent, mais par contre, on est plutôt déçu de la volumétrie des immersions qu'on arrive à faire en entreprise. Et donc là aussi, on a lancé un diagnostic pour comprendre où étaient les freins. Pareil, côté demandeur d'emploi, côté conseiller, côté entreprise. Là aussi, c'est sûr qu'il y a un triptyque qui se joue. Et donc là, on est on attend ce diagnostic pour ensuite penser l'intervention. Et le troisième cas d'usage qui croise en fait les travaux de Raphaël, c'est autour de l'AIJ. Je pense qu'on a, je préjuge pas de la phase de pourquoi Raphaël est parti sur son terrain, mais nous, par contre, on sentait venir ce qui s'appelle aujourd'hui le contrat d'engagement jeunesse. On avait aujourd'hui notre processus d'accompagnement des jeunes qui s'appelle l'AIJ, mais on savait qu'on avait des difficultés à communiquer avec les jeunes et du coup, on a voulu mobiliser un diagnostic en sciences comportementales pour analyser nos pratiques, comprendre où étaient les freins, avec un prisme qui est un peu particulier. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que ça va vraiment compléter ce que Raphaël a travaillé. Il faudra, à mon avis, qu'on s'en reparle après. C'est que nous, on a en plus, à travers ce cas d'usage, cherché à en profiter pour former nos conseillers aux sciences comportementales. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un process d'AFEST, donc d'action de formation en situation de travail à l'intention de nos conseillers que conduisent nos experts en sciences comportementales qui travaillent sur le sujet, en l'espèce c'est le CPREMAP, pour non seulement faire du diagnostic au sens qu'est-ce qui se joue, mais en plus former les conseillers à comprendre ces différents enjeux, leviers, et du coup à adapter leur conduite d'entretien et leurs propositions à cette grille d'analyse. Donc là, il y a une action de sensibilisation très large aux sciences comportementales auprès de vos conseillers qui sont évidemment très nombreux. Absolument. C'est un motif de satisfaction, Stéphane Giraud, j'imagine, de voir que les sciences comportementales, qui est votre raison d'être à la DITP, se développent au sein des administrations françaises directement. Oui, alors c'est une des raisons d'être de la DITP. Je ne saurais pas m'arroger ce rôle, mais disons que globalement, au sein de la DITP, on a vocation à diffuser des méthodes. Avant tout, je le disais, on n'est pas propriétaire des politiques publiques qu'on accompagne, évidemment. On est avant tout là pour accompagner nos partenaires et les initier comme ça à des méthodologies. Et ce genre d'exemple,
évidemment, ça va dans le sens de ce qu'on souhaite, parce que j'ai un peu insisté lourdement là-dessus. Ce sont des expertises, ce sont des ressources qu'il faut mobiliser, qui sont un investissement, qui peuvent être parfois sembler exigeantes, qui peuvent être parfois chronophages aussi. On a pu le percevoir au travers de certaines notions de calendrier, mais ce sont des investissements, et des investissements, je pense, rentables. Je le redis, l'action publique, c'est influencer, c'est traiter de comportement. Donc pourquoi se priver de cet outil ? Je pense que la chose va plutôt comme une évidence, mais en tout cas, ça suppose de l'asseoir autour d'expertise, autour de ressources. Et cet exemple est une très belle suite. Nos projets, ils ont évidemment vocation à faire avec sur des sujets de politique publique, mais faire avec pour initier à ces méthodes. Donc quand, au-delà du travail spécifique qu'on a fait sur telle ou telle thématique, ça déborde sur une encapacitation, sur une automisation, on fait ces projets, mais on essaie aussi de diffuser des outils, et clairement, ça, c'est totalement bénéfique. Alors, l'une des expertises sur lesquelles vous vous appuyez va nous rejoindre maintenant à cette table. On se retrouve dans un instant avec Mariam Chamat. Et pour refermer donc cette table ronde autour des sciences comportementales au service de l'innovation publique, Mariam Chamat, vous nous avez rejoint autour de cette table. Bonjour. Bonjour, ça me permet de tester ma voix puisque j'ai une extinction, donc j'espère que ça ne va pas me lâcher au milieu. Bon, merci de faire l'effort de tenter de répondre à ces quelques questions pour terminer cette table ronde. Vous êtes, vous, l'experte au sein, ou l'une des expertes au sein du pôle sciences comportementales de la DITP. Vous êtes docteur en neurosciences cognitives. Alors, précisément, l'utilisation de ces sciences, vous rêvez qu'elles se développent au sein de la sphère publique. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez à court terme ? On voit que ça commence. Alors, je suis effectivement une des personnes qui vient d'un parcours, qui a fait un doctorat en neurosciences cognitives dans l'équipe. On est 3 autres personnes dans l'équipe qui avons ce bagage. Alors, je ne sais pas si mon rêve, c'est que cette science en particulier se développe autant que ce soit la recherche en général qui essaie, mais qui se développe plus dans l'administration publique, parce que je pense qu'il y a une utilité à prendre en compte, d'une part, les connaissances scientifiques et les mettre au service des politiques publiques, pour adopter une posture d'humilité qui est de dire on ne sait pas au départ ce qui fonctionne. Il faut se baser sur les connaissances de gens qui ont passé beaucoup de temps. Et cette notion de temps est importante parce que c'est quelque chose qui différencie aujourd'hui le monde de la recherche du monde de l'action publique, qui est beaucoup plus dans l'action rapide, immédiate, pour répondre à des besoins, trouver des solutions à des problèmes. Et donc, je pense que se capitaliser sur le temps que prennent les chercheurs pendant des années à répliquer et s'assurer de ce qui fonctionne, et ensuite tester des politiques publiques sur le terrain pour s'assurer aussi que dans le terrain sur lequel on les déploie, elles ont aussi la même efficacité, c'est ça dont je rêverais plus que déployer les sciences comportementales en particulier, dont je trouve bien sûr l'utilité. Sinon, ce ne serait pas mon métier. Alors justement, comment est-ce que les sciences comportementales ont démontré leur efficacité, déjà, d'après vous, au service de l'innovation publique ? Alors, si je mets ma casquette de chercheuse, j'ai beaucoup de difficultés à répondre à cette question parce que démontrer l'efficacité de quelque chose prend vraiment beaucoup de temps. Donc, je sais pas trop si je pourrais répondre avec une réponse positive et dire oui. Mais en tout cas, si je remets ma casquette de praticienne de ces méthodes, je me définis souvent comme une sorte de mutante hybride, moitié chercheuse, moitié acteur public. Si je mets cette casquette-là, je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on a réussi à trouver des solutions concrètes à des problèmes qui changent réellement la vie des gens. C'est ça qui apporte le plus de satisfaction. Et aussi de convaincre un grand nombre d'administrations. C'est ça qui nous a permis d'ailleurs aujourd'hui de passer à un nouveau financement qui nous permet de lancer une 30aine de nouveaux projets. Donc je pense que si notre indicateur de succès, c'est le fait d'avoir convaincu de l'utilité de ces approches et d'avoir vraiment véritablement observé des résultats qui ont un impact sur la vie des gens, alors la réponse est oui. Il y a des premiers résultats, mais vous parliez effectivement d'un long terme pour évaluer l'efficacité. C'est comment on calcule, comment on mesure l'efficacité en tant que chercheuse ? Je vous demande de mettre votre casquette de chercheuse. Alors, ça dépend vraiment beaucoup du critère et de l'indicateur qu'on regarde. Mais j'ai l'impression que si on se dit notre critère final, c'est vraiment essayer de voir si on est en train de contribuer à l'intérêt général, au bien-être du public, si c'est ça notre critère. Dans ce cas-là, je pense qu'il y a une manière de mesurer, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs à chaque fois dans nos projets.
outre le fait de mesurer si ça a l'effet escompté sur la commande de départ, on essaye de voir aussi si ça a eu des effets bénéfiques pour la population. C'est aussi un critère, je pense, pas seulement pour voir si nos expérimentations marchent, c'est aussi un critère éthique qui guide nos actions. Par exemple, on travaille actuellement sur un projet sur le repérage des femmes victimes de violences conjugales. Sur ce projet, il y a un indicateur spécifique qui est d'augmenter le nombre de femmes repérées par les médecins, mais on s'efforce aussi d'aller plus loin et de mesurer est-ce que ça change la vie concrètement des femmes qui sont victimes de ces violences. Donc ça dépend vraiment des indicateurs qu'on met et on s'efforce d'en ajouter pour être sûr qu'on est en train d'aller au-delà de juste répondre à une commande. Et est-ce qu'à l'issue d'un projet, vous essayez de voir si la solution qui a été mise en application peut être utilisée pour d'autres de vos projets ou même pour des projets que vous n'avez pas encore développés mais que vous pourriez proposer à certaines administrations publiques ? Oui, c'est vraiment une des briques, enfin une des choses qu'on pousse le plus, c'est vraiment cette idée de gestion des connaissances. C'est-à-dire quand on met en place une expérimentation, le but évidemment est de répondre à la question qui nous est posée, mais aussi dans la solution qu'on met en place, on essaye d'imaginer des solutions qui sont réplicables, dont on peut tirer des leçons qui sont utiles à d'autres politiques publiques ou à d'autres contextes. Même si ici je mets un petit point de vigilance, c'est que parfois, quand on change de contexte, les variables changent et donc on doit quelque part aussi réinventer la solution. Et donc Stéphane l'a souligné plusieurs fois dans ses propos, on essaye de vraiment s'éloigner de cette idée qu'on a des outils magiques ou des baguettes magiques qui peuvent être utiles comme dans un sorte de catalogue qu'on va utiliser dans chaque solution. À chaque fois, on essaye d'adapter, mais trouver cette balance aussi de quels sont les enseignements sur lesquels on peut capitaliser. Et d'ailleurs, cette notion de capitalisation, de vraiment bâtir une sorte de bibliothèque de ce qui fonctionne, c'est une grosse partie de ce qu'on essaye de pousser et de mettre en place. Vous avez utilisé tout à l'heure le mot éthique. Alors, les sciences comportementales peuvent aussi effrayer. Hein, c'est quelque chose qui peut être décrié. On peut parler de manipulation du cerveau, etc. Vous avez mis en place justement des garde-fous pour faire la balance entre ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Oui, effectivement, le concept de nudge, derrière ce concept, il y a l'idée de paternalisme libertarien. C'était ça d'ailleurs le nom du livre avant qu'il ne s'appelle nudge. C'est une notion qui peut effrayer si elle est dite comme ça, mais il y a cette notion de paternalisme en tout cas. Et donc dans les versions un peu initiales, au tout début du nudge, dans les fins des années 2000, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à cette idée de changement de posture de l'État qui commence à regarder le comportement, les cerveaux, etc. Et on est allé vers une idée un peu fantasmée de ce concept-là qui ensuite, au fil des années et au fil des pratiques, par exemple dans la nôtre, on s'est pas mal éloigné de ce concept-là pour aller vers une idée plus large de mobiliser les sciences comportementales au service des politiques publiques. Toujours est-il que cette question d'éthique, on est très vigilant à ce point-là, et ça fait maintenant depuis 2016 qu'on fait chaque année des initiatives pour aller le plus loin possible et bien cadrer cette question éthique. Déjà, la première chose qu'on a faite avec l'équipe et Stéphane, on a publié en 2017 un article qui pose un petit peu le cadre éthique dans lequel on travaille. Donc l'idée d'avoir un usage responsable des sciences comportementales et quelles sont les conditions de cet usage responsable. Et ensuite, dans notre appel à projet en 2018, on a intégré dans les critères de sélection de projet des critères éthiques. Dans ces critères-là, il y avait l'idée de transparence, c'est-à-dire de publier de manière transparente l'ensemble des travaux sur lesquels on met en œuvre des expérimentations. On est allé plus loin l'année d'après. Ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau des solutions qu'on sélectionne, parce que quand on met en place un projet, ça a été dit par les intervenants, on a plusieurs solutions qui sont envisagées et ensuite on se dit, on va choisir cette solution-là parce qu'elle nous semble la plus adaptée, la plus faisable, celle qui a le plus d'impact, mais on intègre aussi des critères éthiques parce qu'il y a des solutions qui peuvent être un peu moins transparentes ou des solutions qui peuvent, par exemple, être plus contraignantes, qui peuvent toucher à la dignité des personnes. Donc on s'efforce à choisir les solutions qui respectent des critères éthiques. Et la toute dernière action qu'on a faite, et c'est un grand chantier sur lequel on a travaillé pendant plus de 6 mois, c'est une collaboration avec l'OCDE, au cours de laquelle on a mis en place, la France et l'OCDE ont travaillé sur une checklist éthique qui va servir à l'ensemble de la communauté qui travaille sur les sciences comportementales au niveau mondial. Cette checklist, étape par étape,
pose des questions sur, par exemple, est-ce qu'on est sûr que les effets escomptés sont bénéfiques pour les personnes? Qu'est-ce qu'on fait du traitement des données, l'anonymisation des données? S'assurer qu'on est en train de prendre en compte l'ensemble des expertises, telles que le disait Catherine Beauvois, parce que selon qu'on prenne un expert en psychologie évolutionniste ou un expert en économie comportementale, on n'aura pas les mêmes solutions. Donc s'assurer aussi de prendre en compte l'ensemble des expertises, de mettre en place des solutions qui sont fondamentalement éthiques et de le publier aussi. Et la dernière chose, c'est aussi de préenregistrer nos études sur le portail de l'OCDE avant même de les commencer. Comme ça, on s'assure aussi que notre action est transparente dès le départ. Très bien. Merci beaucoup, Mariam Chamat, de nous avoir rejoints pour terminer cette table ronde. Juste un dernier mot, Stéphane Giraud, vous avez débloqué, vous avez obtenu plus exactement un budget pour la transformation de l'action publique. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants d'ailleurs, Mariam Chamat. Une trentaine de projets vont être mis en place. En 2 mots, parce qu'il nous reste très peu de temps. Tout à fait. Lesquels? Nous avons beaucoup de sollicitations. Les gens viennent plutôt vers nous, mais nous sommes preneurs d'autres candidatures. Nous sommes nous-mêmes des êtres humains, donc nous sommes objets d'injonctions contradictoires. On se dit à la fois qu'on a des ressources limitées, mais qu'on veut travailler avec plein de gens. Donc ils n'hésitent pas à venir vers nous. On pourra tester avec eux ces méthodes, avec transparence, avec éthique et avec un souci d'efficacité qui guide ce lieu et cette volonté de transformer l'action publique. Comment on vient vers vous ? On peut venir vers nous via le site de la DITP. Nous avons une boîte générique sciences comportementales qui permet de nous contacter par exemple. Voilà. Il n'y aura pas d'appel à projet spécifique pour cette session en tout cas, donc on peut venir nous voir via ce site. Voilà. Merci beaucoup à vous 5 d'être venus et d'avoir apporté votre expérience et votre expertise autour de ces sujets, autour des sciences comportementales. C'est donc la fin de cette table ronde, la dernière de ce mois d'innovation diffusé sur Acteurs Publics TV, un événement piloté donc par la DITP. Merci donc à vous tous, à tous les participants, à vous tous, pardon. Sachez que le mois de l'innovation publique n'est pas terminé, il se termine fin novembre, début décembre même, et vous pouvez continuer à vous inscrire pour les événements qui vont se dérouler jusqu'à la fin du mois. Stéphane Giraud, avec une séquence sur les liens entre recherche et administration ce lundi, qui est totalement pluridisciplinaire et qui dépasse largement les sciences comportementales. Eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci à tous de nous avoir suivis.